On y va? Bonjour à tous. Donc, durant cette session, on va vous parler des grosses tendances du cloud. Au début, on s'était dit on va parler de l'actualité, des news. En fait, les news, ça a ceci de particulier, c'est que voilà, il y en arrive tout le temps, et puis en plus, voilà, ça a une durée de vie limitée. Donc, plutôt que de se focuser sur des événements, on s'est dit on va plutôt travailler sur les tendances. Voilà. Donc, Alexis? Bonjour, je m'appelle Alexis, je travaille chez Google. On va essayer de faire un duo aujourd'hui avec Didier, avec moi qui ai cette casquette de savoir un petit peu ce qui se passe en cuisine chez nous, que vous n'avez peut-être pas encore vu apparaître. Et puis toi, Didier, qui a une expérience plus terrain. Voilà. Donc moi, Didier Girard, je travaille chez Sphere. Je suis aussi Cloud Google Developer Expert. Voilà, donc je connais bien la plateforme cloud de Google. Un mot sur Sphere. Donc Sphere, c'est une entreprise de 300 personnes. C'est 170 devs maintenant à Paris. On a édité un petit livre blanc. Il y en a quelques-uns sur notre stand sur comment déchirer à son entretien d'embauche. L'idée, c'est qu'un dev, actuellement, c'est facile de trouver un job. C'est un peu plus difficile de trouver un bon job. Et j'en avais marre dans les entretiens d'embauche de voir des devs arriver avec les mains dans les poches sans avoir rien préparé. Donc j'ai préparé un petit fascicule de bonnes pratiques pour dire, voilà, si vous voulez un bon job, voilà, préparez-vous. Et puis de temps en temps, on posera des questions si ça intéresse. Enfin, les gens pour venir récupérer le livre blanc. Voilà. Allez, c'est parti. Alors on est juste après le déjeuner, donc c'est l'heure de la sieste. J'espère qu'on va vous faire rêver à défaut de vous faire dormir. Ça, c'est ma découverte du cloud. 2008, voilà, j'ai la chance de pouvoir participer au bêta-test de la plateforme cloud, de ce qu'allait devenir la plateforme cloud de Google. Au départ, c'était un produit qui était App Engine. Je ne sais même pas si on parlait encore de PaaS. Et il y avait un seul langage supporté, c'était Python. Le monde a beaucoup changé. Et juste pour illustrer la tendance, la plateforme cloud de Google, maintenant, c'est ça. Autant de produits. Donc, on pourrait faire d'ailleurs un petit test pour voir qui connaît quoi en termes de logo. Allez. Qui connaît, par exemple, tiens, celui-là, il est simple. App Engine, facile. Celui-là, un peu plus dur. 2-2, pour ceux qui ne voient pas la flèche. Celui-là, là. Ah, c'est moi que tu demandes? Pourquoi pas, c'était anti-sèche. Bon, alors, on dirait qu'on parallélise plein de trucs, et puis qu'à la fin, on MapReduce, mais nouvelle version, c'est ça? Dataflow. Dataflow, merci. Exactement. Celui-là, là, il est intéressant. Il est intéressant parce que je pense que tout le monde en a entendu parler. Ouais. Qui sait, qui se cache? Quel est le produit qui se cache derrière ce sigle? Première ligne. Personne? Ah si, je l'ai entendu. Ah, j'ai entendu, si, peut-être. Ouais. C'est Bigtable, exactement. Donc Bigtable, qui a déjà entendu parler de Bigtable? Voilà. Est-ce qu'on parle de la même chose? Voilà, et donc depuis le mois de juin-juillet, je pense, c'est ça? Il est disponible. Vous pouvez exécuter le Bigtable de Google. Vous pouvez en louer des morceaux, en fait. Ouais, historiquement, Bigtable et Google d'une manière générale, on faisait plein de choses en interne quand on avait besoin pour nos propres produits. Et globalement, toute la plateforme cloud de Google, c'est simplement la mise en public, à disposition du public, de technologies qui existent en interne, qu'on utilise depuis de nombreuses années. Et Bigtable, c'était surtout un white paper qui a été utilisé derrière pour donner lieu à des choses comme HBase et d'autres. Et donc là, Bigtable, c'est devenu aussi un produit. Vous allez voir que c'est une tendance de plus en plus que de faire non seulement le white paper pour partager les avancées et où on en est, pour que d'autres puissent réimplémenter, mais aussi fournir une implémentation open source idéalement, et en plus de fournir une version managée, hostée chez Google. Et c'est ce qui est proposé aujourd'hui à Bigtable. Encore deux qui encore me plaisent. Oh là ouais, là. encore deux. Je nomme parce que c'est des annonces récentes. Celui-là, là. En bas à gauche. En bas à gauche. Non. Il n'y a pas Firebase d'ailleurs dans les logos. Si, il existe, mais je sais pas. Mais il n'est pas en logo là. Je te l'enverrai en haut de def. Non. BigQuery, il est ici. C'est le deuxième. Celui-là, BigQuery. Allez, donne-nous la réponse. Vas-y. Oh non, toi. C'est MySQL. Ouais.
Donc MySQL, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient jusqu'à maintenant, le MySQL Manager de Google, il permettait de gérer des bases jusqu'à 500 gigas. Il y a une annonce récente où ils ont un petit peu augmenté les volumes. Alors, qui a vu passer cette annonce? Qui sait à peu près maintenant une base de données MySQL managée par Google jusqu'à combien elle peut monter? C'est 10 Tera. Voilà. Donc on est dans le... Ça vous donne un peu une idée maintenant de la puissance qui est arrivée. Puis il y a le dernier qui me plaît bien, c'est celui-là. J'ai envie de parler de celui-là. NetBeans. Ça ressemble à NetBeans, ça? Non, c'est Container Engine, on en parlera. En gros, c'est un gestionnaire de containers, potentiellement Docker, qui est managé en fait. Voilà, donc ça c'est vraiment la tendance. Dites-vous que plus ça va aller, et plus en fait on va avoir des produits qui vont être disponibles comme ça à la location, donc comme un service. Et ces produits sont de plus en plus puissants. La meilleure illustration, hein, c'est ce qu'on est capable, c'est la manière dont ils ont réussi à faire scaler MySQL, 500 gigas, maintenant 10 Tera. Un autre exemple qui a été annoncé d'hier, ou cette semaine en tout cas, sur Compute Engine, on peut accrocher maintenant un disque qui fait 64 Tera, c'est ça? Voilà, sur une machine, vous pouvez accrocher un disque qui fait jusqu'à 64 Tera. Donc ça donne un peu une idée à la fois. Il y a de plus en plus de produits qui arrivent et ces produits vont offrir de plus en plus de puissance, une telle puissance que c'est quasi impossible de la reproduire à la maison, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que l'architecture va devenir quelque chose de clé, parce qu'avant c'était App Engine, c'est la seule manière de faire les choses, il y a des restrictions, il y a des bonnes pratiques et il suffit de suivre. Là on a vraiment beaucoup de choix, on peut faire les choses très très bas niveau, au sens j'ai ma VM, mes disques, et puis même en termes de disques, il y a plein de stockages différents, ne serait-ce qu'en disque persistant, en disque SSD, en storage, en big data, en toutes ces choses-là. Donc il va vraiment avoir un rôle qui va consister à savoir quel est le bon produit pour l'architecture qu'on essaye de mettre en place. On essaye de prendre un petit peu de recul et de parler du cloud un peu plus généralement. Là, c'était l'aspect Google. On va reprendre des exemples, mais on va essayer aussi de faire des choses un peu plus génériques sur les tendances de fond. Le prix, quand on parle de cloud, c'est un petit peu comme avec l'open source il y a quelques années. Pour ceux qui ont vécu cette révolution-là, ça ne devrait pas être la raison numéro 1 d'utiliser le cloud. Il faut que ce soit abordable, il faut que ce ne soit pas exorbitant. Mais bon, malgré tout, ça reste quelque chose de fondamental. Et pour illustrer un petit peu les évolutions qu'il y a eu depuis quelques années, on va dire une dizaine d'années, il y a 10 ans, je travaillais pour une société qui s'appelait Sun Microsystems et on vendait, et c'était totalement révolutionnaire, on ne parlait pas de cloud, on parlait de grid. Et le grid, une grille, finalement, c'était un mot qui était plutôt pas mal, parce que le cloud, c'est étonnant, voilà, on va dire comme mot. Et on proposait quelque chose qui s'appelait SunGrid. Et c'était un pricing $1 par CPU, il fallait s'engager sur minimum 4 heures, $1 par CPU par heure. Et c'était tout à fait révolutionnaire. On avait même déposé des brevets sur ce mode de pricing qui n'existait pas. Il n'y avait pas de C2 à l'époque, il y avait du S3, je crois, qui commençait tout juste. Depuis, les prix ont baissé. Les prix, et on parle du prix du cloud, donc on parle de services qui sont managés, qui sont gérés pour vous. Ce n'est pas de l'hébergement, ce n'est pas une machine où on vous fournit de l'électricité et de la clim. Et éventuellement, quand il y a quelque chose qui tombe en panne, il y a peut-être quelqu'un qui viendra le remplacer. Là, on fournit quelque chose qui est hautement disponible. Et les prix ont baissé. Et les prix, typiquement, étaient sur une tendance rouge qui était une baisse qui était intéressante, mais qui ne suivait pas la loi de Moore, qui dit que tous les 18 mois, on a 2 fois plus de transistors, et donc, a priori, on divise le prix par 2. Donc, ce qui est arrivé, c'est que Amazon, ayant pris pas mal d'avance, ayant pris beaucoup de parts de marché, on a eu la chance d'avoir, un petit peu à l'époque, comme Firefox avait recréé la compétition quand Internet Explorer, c'était un peu le truc pour tout le monde, on n'avait pas trop le choix, pour les plus vieux d'entre nous qui s'en souviennent. Là, il y a d'autres acteurs qui arrivent. Donc, bien sûr, Google en est un, Microsoft en est un autre, il y en a d'autres encore derrière, et il y a une vraie compétition. Et la compétition, c'est vous qui en bénéficiez parce que il n'y a pas forcément une guerre des prix, mais il y a une course à l'efficacité en interne pour être le plus efficace, pour utiliser au mieux les ressources, pour les vendre au meilleur prix possible. Et donc, par exemple, ce à quoi on s'est engagé chez Google, c'est à suivre la loi de Moore et régulièrement fournir des baisses sur typiquement des VM ou sur un coût de stockage. On va un petit peu plus loin parce que le pricing dans le cloud, souvent, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué à appréhender parce qu'on vous dit vous allez payer ce que vous utilisez. C'est un peu comme de l'électricité, pour utiliser un parallèle très banal. Mais c'est vrai, on va vous facturer pour du temps CPU,
pour l'espace de stockage, pour de la bande passante, peut-être pas la même en bande passante entrante et sortante. Donc on va être vraiment très 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 précis dans la manière dont on va vous facturer les choses, au plus près de votre utilisation. Le problème, c'est que derrière, c'est difficile à planifier, à prévoir. Et en particulier, on ne veut pas rentrer, en tous les cas chez Google, dans l'idée de dire finalement, on va remonter dans un mode hébergement, on va acheter une machine et elle sera à nous. Mais ça veut dire qu'il faut s'engager avant. Il faut dire, voilà, EDF ou à votre fournisseur, je vais acheter tant de kilowattheures. Vous n'avez aucune idée de combien vous allez consommer. Vous allez peut-être acheter une clim, vous allez peut-être faire autre chose dans votre appartement ou dans votre maison. Donc ce qu'on fournit chez Google, c'est la possibilité d'avoir des réductions automatiques, du 10-40 qui se met en route dès qu'on a consommé plus de temps de CPU. Donc on a un prix à la CPU à l'heure. Et puis si on l'utilise plus de, je crois que c'est 50% du temps, eh bien on a une remise qui est appliquée automatiquement. Donc pour éviter d'avoir à s'engager pour des forfaits à 4 ans par exemple, ou à 2 ans comme un fournisseur pourrait le faire. Et enfin, alors un autre exemple, dans le stockage cette fois-ci, c'est qu'historiquement on avait 2 axes qui étaient le coût du stockage. Il y a plusieurs technologies de stockage, jusqu'aux bandes, jusqu'à des choses où on met vraiment beaucoup de temps à récupérer. Et ça, c'est le deuxième axe, c'est combien de temps pour arriver au premier byte de l'objet ou du fichier que l'on veut récupérer. Et donc, soit on avait quelque chose d'un petit peu cher, on va dire, parce qu'on était autour de 2-3 centimes de dollars le giga. Par mois. Par mois, merci. Ou bien on était sur des choses qui étaient beaucoup moins chères, c'était 1 centime, on divisait par 3 le prix, mais par contre là c'était des heures parce que c'était une bande, il fallait un robot qui va le chercher, qui le met en route, et puis globalement c'est vraiment du backup, c'est pas des choses qu'on pouvait mettre en place dans des scénarios interactifs. Ce qu'on fournit chez Google, c'est quelque chose qui s'appelle Nearline, donc c'est une option de notre cloud storage, c'est les mêmes API, les mêmes outils, on dit simplement le type de storage, eh bien, c'est quelque chose qui s'appelle Nearline, où on est capable de cumuler à la fois des temps de réponse qui sont un peu plus élevés quand même que ce qu'on aurait historiquement. Donc là, on parle de 3 secondes. Donc sur de l'interactif, c'est un petit peu limité, mais sur beaucoup de scénarios, ça peut être très intéressant. Et par contre, avoir exactement le même prix que ce qu'on avait historiquement, on va dire, sur bande ou sur d'autres situations, où là, par contre, c'était des heures. Ouais, un exemple concret là-dessus, j'ai un client qui fait des albums photos. Vous savez, le truc qu'on envoie à ses parents pour Noël, là. Bah, typiquement, ils reçoivent des quantités de photos, c'est utilisé en gros sur décembre, et ils voulaient d'une année sur l'autre pouvoir reproposer à leurs clients les photos en fait. Bah, là, entre un stockage à 3 centimes et 1 centime, voilà, c'est intéressant d'aller chercher, vu qu'il y a des gros volumes, c'est intéressant d'aller chercher des réductions de coûts. Donc du coup, l'idée c'est de basculer toutes les photos que les gens amènent. En janvier, on les bascule sur du Nearline, et pendant toute l'année derrière, c'est un coût qui est très faible en fait. Et enfin, encore autre chose, il y a plein de choses dont on pourrait parler, notamment dans l'implémentation des machines virtuelles dans le cloud Google, donc dans la partie Compute Engine. Il y a des choses comme du live migration, c'est-à-dire on va migrer une machine en train de tourner et tout son état et toute sa mémoire de manière transparente. Un serveur de streaming, on va le migrer sur... et on est obligé d'avoir des technos comme ça parce qu'on est en permanence chez Google en train de faire des mises à jour, des réparations, déployer de nouveaux hardware. Donc on a cette technologie-là dont on vous fait bénéficier. Là, il s'agit plus de quelque chose qui s'appelle les Preemptible VM, qui a été annoncé assez récemment. C'est se dire, vous avez déjà des prix qui sont intéressants pour avoir une machine virtuelle avec différentes capacités, on va y venir. Mais là, en plus, si vous êtes prêt à vous faire interrompre de temps en temps, parce que le workload, le travail que vous faites, c'est supporter ça, parce que vous écrivez régulièrement le résultat de votre travail sur un espace persistant, eh bien, vous proposez de diviser par 10 et donc d'avoir des coûts qui sont ridicules par rapport à ce qu'on fait historiquement dans le cloud, en vous proposant ces Preemptive VM. Donc on va créer une machine virtuelle classique, sauf qu'on va lui passer un paramètre en disant « Elle est preemptible, tu peux m'interrompre, tu peux me tuer à tout moment ». Ce qui va nous permettre de lisser au mieux et d'améliorer le taux d'utilisation global du système, et donc vous par contre de vous donner une facture qui est 10 fois moins élevée pour ce genre de machine virtuelle. C'est pas fait pour tout, on va pas mettre du MySQL là-dessus. Voilà. Mais typiquement, vous prenez un cluster de machines. Un cluster, il est surtout là parce qu'on veut supporter le failover. Et du coup, vous pouvez, dans votre cluster, vous pouvez insérer des machines de ce type-là. Vu que vos clusters, il est fait pour supporter le failover, le fait que la machine soit reprise par Google à un moment donné, votre architecture le supporte en fait. Et là, vous réduisez instantanément le coût de votre cluster.
Et si vous considérez que c'est des détails d'implémentation un peu trop compliqués, vous allez voir que notamment dans tous les cas d'usage, Big Data, c'est des choses qui sont masquées complètement pour vous, parce qu'effectivement, ça peut être quelque chose qui n'est pas votre problématique, qui doit être masqué par des couches d'abstraction. Et enfin, sur ce qui est pricing, pour savoir un petit peu où on va... Ça, c'est un sujet qui est compliqué. Enfin, tous mes clients me disent, ce que je ne sais pas, c'est combien ça va me coûter, en fait. Donc là, les gros acteurs poussent maintenant pour dire qu'il faut que les clients soient capables d'évaluer eux-mêmes leurs coûts. Donc on va tomber typiquement sur des pricing calculators. Donc là, moi, je vais vous pricer. Si Internet fonctionne bien, il fonctionne super bien. Moi, j'ai une machine en permanence sur le cloud de Google. Donc c'est une toute petite machine. C'est une micro. D'accord ? C'est la plus petite des machines qu'on peut avoir. Donc elle fait, j'ai un morceau de CPU et 600 mégas. Je l'approvisionne en général sur un data center aux US et je la veux en 24/24, 7/7. Voilà. Donc ça me coûte $4 par mois. Tu fournis du VPN à ta famille? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Voilà, j'ai un petit serveur proxy sur un data center US, c'est le mien. Voilà, c'est une toute petite machine et voilà un petit peu. C'est ça que j'aime bien. Ce qui est intéressant avec cette calculatrice, c'est que vous imaginez votre architecture et hop, vous avez tout de suite le coût que vous allez payer. Et puis, c'est aussi un des messages que je voulais faire passer là, c'est que le cloud, c'est en train de devenir tellement simple, tellement peu coûteux et tellement accessible que maintenant, on va avoir des gens, des particuliers, qui vont eux-mêmes être consommateurs de ressources qui sont disponibles sur le cloud. Par exemple, pour faire un serveur proxy sur un data center aux US, pour voir des vidéos qui ne sont pas forcément accessibles en France. Voilà. Je l'ai dit doucement. Il faut qu'on travaille sur un meilleur use case. Là. Voilà. Alors là, c'est la blague, c'est comment on fait pour revenir. Alors c'est hop. Ah, ça va pas mal. Allez. Voilà. Donc n'hésitez pas. Vous voulez avoir une idée de combien ça va vous coûter, il faut aller sur les calculatrices qui vont vous aider vraiment à avoir une véritable idée du prix. Alors, la vraie raison pour aller dans le cloud, c'est pas le coût, c'est pas tout ce qu'on a raconté. Il faut maîtriser le coût, ça c'est plus pour maîtriser les risques, parce qu'il y a un changement quand on évolue vers le cloud, ou quand on monte dans les couches, on utilise de nouveaux produits ou de nouveaux paradigmes. La vraie raison, à mon avis, de faire du cloud, et la raison qui fait que si on se revoit dans quelques années, c'est le genre de présentation qui aura peu de sens, c'est vraiment la flexibilité que ça offre. Alors, quand on vient de matériel qu'on avait acheté, peut-être qu'on avait hébergé dans son entreprise, dans son propre data center, ou peut-être hébergé ailleurs. On a des machines de toute taille. On est allé chez Dell, on est allé chez HP, chez IBM, chez Oracle, on a acheté des machines. Et ce qu'on vous propose maintenant, et c'est quelque chose de nouveau dans le cloud, c'est de vous dire, voilà, un peu comme ces machines qu'on a achetées historiquement, on va pouvoir les configurer. On ne va pas avoir un jeu prédéfini d'une douzaine de machines qui sont plutôt orientées mémoire, plutôt CPU, un mix des deux. On va avoir de quoi ici choisir le nombre de cœurs, dire je vais aller jusqu'à 14 cœurs et je veux 80, donc prendre quelque chose d'extrêmement puissant à la fois sur l'axe. Si je vais sur un data center US, je dois pouvoir montrer jusqu'à 32 cœurs. Voilà. Plus sympa. Et on va vraiment pouvoir construire et payer, encore une fois, à l'usage par rapport aux ressources que l'on mobilise. Donc si vous aviez une machine qui a des caractéristiques, on va être capable de s'en approcher extrêmement facilement avec ce genre de fonctionnalité. Et là, et puis en plus, en dessous, de temps en temps, tu vois, il y a un petit truc qui apparaît qui offre des suggestions sur voilà, les coûts, les économies qu'on pourrait faire en faisant un choix un petit peu différent. Voilà, donc là, il suffit que je clique. Là, je me suis pris une machine 32, 56 Go de RAM. Je clique là-dessus et hop, j'ai ma machine dans 1 minute. Hein. Et je peux commencer à jouer avec. On peut le faire d'ailleurs, tiens, on va jouer avec. Ce qu'il faudra, c'est que vous me rappeliez de l'éteindre. C'est juste ça. Donc là, elle va être provisionnée ici, et puis dans 1 minute, j'ai ma machine et je peux me loguer dessus par SSH et y aller. OK. Donc là, c'est assez intéressant, on peut customiser les machines. J'étais hier chez un client, il m'expliquait la machine qu'il avait en interne. Et puis du coup, on lui a sizé une machine équivalente sur le cloud. Quand il a vu le prix, la différence de prix, je ne vous dis pas. Le cloud, c'est aussi des patterns qui sont en train d'émerger, des patterns de fonctionnement en fait. On voulait vous en signaler quelques-uns qui nous semblent importants dans ce qui est en train d'arriver. Le premier, c'est sans doute l'open source. Donc on n'en parle pas beaucoup. Moi, je pense que c'est un pattern hyper important et que imaginez faire
utiliser ces produits, vous utilisez des infrastructures. Pour moi, une des bonnes choses, une des bonnes pratiques, c'est de se dire, je vais voir dans quelle mesure je suis capable d'utiliser un maximum de produits open source. Ça va en tout cas me rassurer sur ma possibilité de bouger d'un cloud à l'autre, en fait. Donc il y a bien sûr, on va dire, dans les produits open source qui sont directement corrélés au cloud, le premier, c'est sans doute Linux. Je pense que c'est 95% des serveurs qui tournent sur le cloud, c'est des machines Linux. Enfin, j'en sais rien, mais c'est énorme. Chez nous, oui, parce qu'on ne fait pas que du Linux, on offre aussi du Windows. Mais il y a un autre acteur où c'est un peu plus inversé, on va dire. Ouais. Mais bon, on va dire globalement, quand même, la plupart des gens, ils vont provisionner des machines Linux. Docker aussi, on verra, c'est un compagnon extrêmement important du cloud, c'est de l'open source. Kubernetes aussi, on verra ce que c'est de l'open source. Dataflow, qu'on va voir aussi, c'est aussi de l'open source. Donc le fait de partir sur ces produits-là, ça va vous garantir ce qu'on appelle la réversibilité. C'est soit de dire, je reviens en interne, parce que quelque part, les produits que j'ai utilisés sur mes infras, c'est des produits que je peux aussi faire tourner en interne. Et puis aussi, je peux éventuellement dire, je me prévois d'être multi-cloud, en fait. Donc ça, c'est un des points assez importants. Autre point qui est assez important, donc là, je vais plus me positionner en tant que société qui fait du dev. C'est un pattern à laquelle on a découvert par l'expérience, en fait. C'est-à-dire que nos clients nous demandent, ils viennent chez Sphere, là, souvent c'est pour développer des applications en mettant en œuvre le cloud. Donc on travaille sur la partie construction de la solution, sur le build, donc le dev. Et quand arrive la phase de run, j'ai envie de dire plus de 50% de nos clients nous disent, est-ce que vous ne voulez pas aussi vous occuper du run? C'est-à-dire de suivre l'application, c'est vous qui l'avez codée, c'est vous qui la connaissez au mieux. Est-ce que vous ne voulez pas passer justement sur ce qu'on appelle maintenant le déploiement continu, c'est-à-dire, nous on a des améliorations à apporter et on va vous confier cette nouvelle phase, on était dans le build, on passe dans le run, il y a des améliorations à faire, et puis de surveiller l'application et d'en avoir la charge. Donc ça, c'est assez nouveau, et je pense que du point de vue du business, c'est aussi une énorme opportunité, c'est-à-dire que c'est intéressant de pouvoir travailler comme ça. Jusqu'à maintenant, des structures de notre taille, on faisait souvent le build et puis le run, ce n'était pas à nous de nous en charger. Maintenant, on est capable de le faire et c'est l'inverse, c'est même les clients qui nous demandent de le faire. Et je pense que c'est aussi, ça va devoir aller plus loin, c'est que c'est, à mon avis, quelque chose qui est en train d'émerger en tant que pattern. Et si vous vous positionnez en tant que société qui fait du build, et que vous voulez aller sur le cloud, il faut intégrer le fait qu'à des moments, des clients vont vous demander de vous occuper du run, et que si vous n'êtes pas prêt à le faire, ils ne partiront pas avec vous, même si vous êtes une super boîte de dev. Voilà, donc c'est ce qu'on est en train de faire, nous, petit à petit. On est en train de monter une équipe qui gère de plus en plus de projets en interne chez Sphere pour la partie run. Alors, il y a une techno, pareil, dans les patterns qui sont en train d'imaginer, il y a une techno qui a gagné, alors il y a InfoWorld qui distribue des prix chaque année, et il y a une techno qui est présente dans 3 produits qui ont trusté les 3 premières places, Docker, Kubernetes et CoreOS. Est-ce que vous avez une idée de quelle est cette techno? C'est Go. Donc Go, c'est... qui est-ce qui a dit Go, là? Bravo. Donc Go, c'est pour moi un langage qui est en train d'arriver et qui est, déjà rien quand on dit ça, Docker c'est codé en Go, Kubernetes en Go et CoreOS en Go, et vous pouvez vous dire que la plupart des gens qui travaillent sur des infras de type cloud, le langage qu'ils utilisent pour les gérer, pour les manager, pour faire tourner tout ça, c'est du Go en fait. Donc c'est vraiment un langage qui est en train d'arriver avec les infra cloud. Du coup, je me suis dit, c'était intéressant comme pattern de dire les gens qui s'intéressent au cloud et qui sont moyennement chauds avec ce langage, je pense que c'est une erreur. Il faut y aller, il faut regarder. Ce que je voulais vous dire, c'est que Go, c'est un langage qui est simple à apprendre. Vraiment simple. C'est pas compliqué. Quand vous montez du Go à quelqu'un, il sait le lire en fait. Donc lire du Go, c'est vraiment accessible à tous les développeurs. Vous montrez du Go à un développeur JavaScript, il saura lire. Un développeur Java, il saura lire. Un développeur Python, il saura lire. Tous les développeurs sont capables de lire du Go, et ça, c'est vraiment une des forces. C'est d'ailleurs un des langages qui a été pensé pour ça. Quand il a été construit, l'idée, c'est de dire, on veut un langage qui est facilement lisible. Pourquoi? Parce qu'on passe plus de temps à lire du code qu'à en écrire.
Donc c'est vrai que la première fois que vous allez produire du code en Go, vous allez un petit peu, ça va être un petit peu douloureux, vous allez dire ouais, je ne suis pas hyper productif par rapport au langage que j'ai l'habitude d'utiliser, c'est vrai. Dites-vous que c'est vrai, quand vous allez commencer à produire du Go, vous allez être beaucoup moins productif que sur le langage dans lequel vous êtes à l'aise. Par contre, le code que vous produisez, tous les gens qui vont le lire très rapidement. À tel point que moi, au bout de 2 mois que je faisais du Go, je préférais lire des exemples d'implémentation de consommation d'API en Go plutôt qu'en Java en fait. Pourtant, j'avais fait 20 ans de Java avant et ça me paraissait tellement plus simple à lire un exemple d'utilisation que c'est à ce moment-là. Il faut qu'on speed. Donc c'est un langage qui est efficace. Et après, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un langage qui est aussi à la page. À la page, pourquoi? Parce que c'est un langage qui a été construit pour les processeurs multicœurs. Il intègre ça directement et dans toutes les infra-cloud, on l'a vu, hein, on a sélectionné une machine avec 32 cœurs tout à l'heure, il faudra que je pense à éteindre d'ailleurs. Et voilà, Go, il va nativement savoir exploiter ces 32 cœurs, il n'y a pas grand-chose à faire pour en bénéficier. C'est aussi un langage qui est utilisé par des devs, donc il faut savoir que les API de Dropbox, c'est codé en Go. Récemment, Dailymotion a basculé toutes ses API en Go. Et puis, il y a sans doute le plus gros exemple, le plus gros utilisateur de Go, c'est Baidu. C'est 100 milliards de requêtes qui passent par jour sur leurs API qui sont codées en Go. C'est absolument colossal, c'est les chiffres qu'ils ont publiés. Donc c'est à la fois pour faire de l'infra, mais vous, développeurs d'app, c'est aussi un langage que vous pouvez regarder pour développer des API. Il reste 10 minutes? Ok. Je fais cette démo ou pas? Non. J'avais une super démo, mais je ne vous la ferai pas. Ok, on va parler maintenant de containers, de microservices, de plateformes et d'API. Ouais, ça devrait surprendre personne qu'on parle de ces termes-là. On va peut-être pas en parler tous parce que chacun mériterait une presse à part. Il y a des évolutions qui ont... Donc tout le monde a entendu parler de Docker. Tout le monde, oui, j'imagine. Docker, c'est ce qui a révolutionné, qui a permis de prendre des concepts qui existaient au niveau Linux, d'en faire un beau packaging et de permettre de transporter ce qu'un dev fait et de l'emmener en prod. Il y a des standards qui sont en train d'émerger. Donc si vous allez regarder runc.io, si vous regardez l'OCI, l'Open Container Initiative, on est dans une démarche où on essaie de standardiser un certain nombre de choses autour des containers pour que Docker ne soit pas seulement un standard de fait, mais un standard de juré et qu'on ait plusieurs implémentations du même standard. Donc il y a des initiatives notamment de CoreOS pour faire quelque chose qui s'appelle Rocket. On a d'autres technologies qui vont arriver. Et la promesse à relativement court terme, c'est d'avoir un standard où on est capable de prendre des images de containers et les exécuter dans différents environnements parce que quelles que soient les qualités de Docker en tant qu'entreprise, ça reste une entreprise commerciale et le standard est quelque chose qui a une valeur qui doit aller au-delà d'une simple société aussi grande, aussi belle soit-elle. Ouais, donc dans l'idée de construire des applications, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous construisez l'application, vous la pensez, vous la construisez et puis vous l'exécutez. C'est très important, on va vous demander de vous intégrer dans une plateforme d'entreprise, de faire émerger des API sur le code que vous avez produit, de manière à ce qu'il puisse s'intégrer dans la plateforme d'entreprise de votre client. Et du coup, tout de suite, quand on pense ça, on passe API. Il va falloir à un moment donné un logiciel qui permet de supporter ces API, en fait, de les manager, éventuellement de faire du billing dessus, du monitoring, etc. Et il y a toute une gamme de produits qui sont en train d'émerger autour de ça. Donc il y a historiquement Cloud Endpoints, qui est proposé par Google, mais vous avez API, API Spark. Il y a aussi, alors je connais maintenant le nouveau nom, j'ai oublié l'ancien, Open API Initiative, qui était... Swagger, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver et c'est vous allez dire, mes API, je veux qu'elles soient managées à l'extérieur. Ça va être aussi intéressant pour des raisons de sécurité, de DDoS attaque ou de choses comme ça, d'avoir un provider externe qui va vous garantir un certain nombre de services sur les API de votre entreprise en fait. Oui, il y a un vrai métier, un vrai savoir-faire derrière pour faire du throttling, pour faire du billing, pour faire de l'audit, pour faire toutes ces choses-là sur un point d'accès que sont ces API. Vous voulez faire l'aspect fonctionnel et avoir un service qui vous rend le reste, qui va être capable de faire l'aspect sécurité notamment au sens large. Ça, c'est vraiment une tendance émergente, je pense, dans les années qui vont arriver. Aller sur une plateforme dans laquelle les API sont managées, c'est sûr qu'on va y aller.
Alors, on a parlé container, on a parlé Docker, tout ça va standardiser, mais si vous avez un container tout seul, il n'est pas très utile. Si vous en avez plusieurs qui ressemblent à ça, la coordination, elle est un petit peu difficile à mettre en place. Donc là aussi, et ce n'est pas complètement nouveau, vous en avez probablement déjà entendu parler, on a besoin de coordonner tout ça. Alors, tout le monde n'est pas Google, tout le monde ne démarre pas 2 milliards de containers par semaine. Je vous laisse faire le calcul, c'est plusieurs milliers par seconde. Mais tout le monde a besoin d'un minimum de coordination. Même si vous êtes sur une petite application classique, 3 tiers, un MySQL, un petit serveur d'appli, un frontal, il faut un minimum de coordination. Les frontaux, il y en a plusieurs. La base de données, il y a peut-être un minimum de disponibilité à mettre. Et puis l'aspect applicatif, lui aussi, il doit monter en charge. Donc il faut coordonner tout ça. Souvent on parle d'orchestration, ce qui est un terme qui me plaît moyennement parce que orchestration, c'est orchestre symphonique, chacun joue sa note et dans 10 siècles, on jouera encore la même chose exactement de la même manière. À la baguette. Voilà, à la baguette, et c'est exactement comme ça. Là, on est plus dans un monde où les choses plantent, parce que les applis plantent, parce que le hardware plante, parce que tout peut planter. Et c'est vraiment dans cet état-là qu'on est chez Google. On part du principe que tout peut planter, et on essaye de construire des systèmes qui sont capables de faire de la reprise sur erreur automatique. Donc on est plus dans le jazz où machin a oublié de démarrer son riff, et c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais, et globalement, on passe un bon moment, ça se passe bien, et voilà. Donc, on est plus dans l'orchestration, certes, mais de jazz. Et clairement, et on en revient à ce que disait Didier, Kubernetes, c'est ça, c'est l'orchestration, c'est un système de cluster de conteneurs. Container Docker aujourd'hui, container, on va dire standard demain. On va être le plus ouvert possible. C'est un projet open source, c'est écrit en Go. Et ça apprend beaucoup de ce qu'on a fait en interne sur un système qui s'appelle Borg, qui fait le scheduling de ces 2 milliards de containers par semaine. Mesos, historiquement, était là avant. Docker vient avec sa propre solution. Le but, vraiment, c'est de penser votre application et pas l'infrastructure qui est en dessous. Moi, je veux déployer mon appli sur une infra. Il se trouve que c'est un cluster de, je sais pas, 25 nœuds. Et puis ensuite, c'est à lui de savoir où est-ce qu'il va les mettre, chaque brique, chaque microservice. Notion de pod dans Kubernetes qui est très intéressante. C'est lui qui va avoir cette responsabilité-là de jouer à Tetris pour faire la meilleure taux d'utilisation possible de toutes les infrastructures. Et là aussi, on a des efforts de standardisation. Il y avait l'équivalent pour les containers. Il y a quelque chose qui s'appelle la CNCF. Alors pour nous, c'est plus facile de s'en souvenir. Hein, CNCF, Cloud Native Computing Foundation, où il y a beaucoup d'acteurs ici qui sont là pour essayer de standardiser ce qui peut l'être. On ne va pas tout standardiser parce qu'il y a de la valeur ajoutée chez l'un, chez l'autre, des positionnements qui sont un peu différents. Mais là aussi, il y a des efforts de standardisation en cours. Alors le cloud, si vous êtes une start-up et vous ne faites pas de cloud, je ne vous prédis pas un bon avenir. C'est aussi simple que ça. Maintenant, parce que ça veut dire que vous êtes en train d'investir dans du matériel, et au lieu d'investir dans les développeurs et dans votre appli, ce n'est pas une bonne idée. Pour les entreprises plus traditionnelles qui ont un existant et qui prennent des risques quand ils vont dans le cloud, les risques ils sont de plein de niveaux. Ils ne sont pas que techniques, ils sont bien sûr organisationnels, ils sont légaux, et c'est important, notamment quand on est en Europe. Donc depuis quelques semaines, on propose des termes et conditions, des clauses de contrat qui permettent de rassurer normalement, et si ce n'est pas le cas, on peut éventuellement en discuter, vos juristes sur le processing qu'on fait notamment des données. Nous, en tous les cas, Google, compagnie américaine, offrant des data centers en Europe. Donc c'est carrément intégré dans la console, ça c'est un point important, vraiment fondamental, peut-être pas pour les devs, mais pourtant pour autant. Si vous faites le run, comme Didier, on vous demande de faire le run, vous allez le faire pour le compte de quelqu'un. Donc là, il faut vraiment avoir une notion assez fine de la gestion de l'identité et des accès de contrôle. On ne peut pas dire, bon voilà, je vais te créer un compte chez tel client et puis on va te faire passer comme un employé. En fait, tu es juste un sous-traitant. Non, tu vas utiliser ton compte tel que toi et on va te déléguer une autorité. Tu vas peut-être avoir simplement sur un système de type App Engine la possibilité de monitorer seulement ce qui se passe, ou seulement de faire des déploiements, ou seulement de faire un certain nombre de choses et pas d'avoir une granularité qui est finalement pas assez fine aujourd'hui. Donc il y a beaucoup de travail chez nous là-dessus pour définir ce que sont des identités, ce que sont des rôles, ce que l'on fait, est-ce que c'est la lecture, de l'écriture, l'abonnement, et puis sur quoi on agit, sur quelle est la ressource, est-ce que c'est un bucket, est-ce que c'est une VM, est-ce que c'est une application. Donc ça c'est vraiment fondamental pour arriver à rassurer dans les changements.
Et enfin, tout le monde ne travaille pas sur GitHub, tout le monde ne peut pas avoir des ressources publiques, tout le monde ne peut pas avoir des issue trackers publics. Donc le but, ou d'utiliser la registry de Docker. Donc ce que l'on voit beaucoup arriver, c'est des ressources privées, que ce soit des catalogues de ressources de conteneurs, Docker, c'est ce qu'on offre avec Container Registry, des gestionnaires de sources, un Git local, peut-être qui est un miroir de quelque chose de public. C'est autant de choses qui sont vraiment très importantes. Alors, ça peut être du GitHub, ça peut être du Bitbucket, d'être capable de fournir un environnement qui est sécurisé sans avoir à aller chez GitHub pour prendre un repo privé payant et d'avoir quelque chose qui est vraiment contraint à son propre environnement. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, est vraiment important en termes de tendance. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer faire du big data sans aller sur le cloud. Voilà. Donc je voulais illustrer quelque chose comme ça, c'est vraiment un cas concret. Actuellement, je travaille sur un client dans lequel on est au niveau de la proposition, j'espère qu'on va gagner. Hein. C'est équiper 100 000 voitures de boîtiers et de récupérer, quand les voitures roulent, l'information. Son produit, il ne sait pas s'il va marcher. Donc investir dans une infrastructure qui doit encaisser des mesures toutes les secondes sur 100 000 véhicules, ce serait simplement inconscient de le faire, vu qu'on ne sait pas si le service va fonctionner. Voilà. Donc dès qu'on est avec des sujets d'IoT, d'Internet des objets, on va être lié à ça, et c'est des vrais purs sujets de big data. Ce que j'aime bien aussi dire, c'est que quand est-ce que je considère qu'on est dans des notions de big data, c'est que quand une information en elle-même, elle a très peu de valeur, voire pas de valeur. Ce qui va faire la valeur du système, c'est la quantité d'informations que j'ai réussi à accumuler. Et ce qu'il ne faut pas, c'est que le coût de stockage d'une information soit supérieur à la valeur qu'elle est capable de générer en fait. Donc là, on va rentrer dans les systèmes big data. Et il faut être capable de stocker d'énormes quantités d'informations pour des faibles coûts. Là, dès que vous êtes dans l'IoT, de base, c'est vraiment ces solutions-là sur lesquelles on peut aller. Autre idée, c'est, tout le monde a joué avec Apache, Hadoop, Spark. À un moment donné, il faut monter des clusters. C'est jamais très amusant pour des devs de monter un cluster. C'est bien quand il y a des gens qui ont pensé ça pour nous. Là, vous allez sur ces infra cloud maintenant, vous dites je veux un cluster, vous le dimensionnez, vous appuyez sur le bouton et combien de secondes plus tard, 30 secondes, c'est ça? 1 minute, on va dire, paf, vous avez votre cluster et vous pouvez commencer à jouer avec en fait. Là, on essaie vraiment, vous voulez expérimenter, ne serait-ce qu'expérimenter ces systèmes-là. Avant, il fallait faire beaucoup de hops. Maintenant, vous n'en préoccupez pas. Vous montez vos clusters et vous allez jouer avec. Il fallait avoir des machines dispo déjà. Ouais. Autre solution, c'est donc là, tout ce qui était Hadoop, en fait, on lançait des batchs, ce qu'on appelle dans des data lakes. Maintenant, ce sur quoi les gens ils travaillent, ils disent plutôt que d'aller raffiner l'information qui est dans un lac, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de capter cette information quand elle passe dans la rivière qui est devant nous en fait? Ce qu'on appelle de l'analyse du stream en fait. Donc là pareil, il y a des produits qui sont en train d'arriver, type Dataflow, qui vient d'être proposé à la fondation Apache en fait, qui vont vous permettre d'analyser un stream d'informations. C'est-à-dire que ces 100 000 véhicules qui se baladent, ce qui va être intéressant, ce n'est pas de stocker l'information en fin de journée, savoir ce qui s'est passé. C'est vraiment les 100 000 mesures qui arrivent par seconde, d'être capable de les analyser en temps réel et puis de faire des déductions. Il y a un très bon produit pour faire ça qui s'appelle Dataflow, qui rentre dans la fondation Apache, qui permet à la fois de faire du stream et du batch, en fait. Et puis, Google vous propose une solution hébergée de ce produit, en fait. Donc, soit vous dites, moi, je ne veux pas être sur une solution hébergée, je prends Dataflow, je l'installe chez moi. Ou soit vous dites, moi, j'ai envie d'être sur une solution hébergée, je n'ai pas envie de m'embêter à monter les clusters. Et puis, vous allez... Et c'est pareil, là, monter un cluster, c'est hyper rapide. Là, ils ont monté un cluster avec 250 machines, comme ça, pour jouer. Autre produit très intéressant, c'est la BI. Alors la BI, c'était monter des cubes qui permettaient de faire de l'analyse de données, des cubes OLAP, MOLAP. Avec des produits type BigQuery, on change vraiment d'échelle. J'ai pas le temps. J'aurais pu vous faire une démo sur laquelle en 30 à 60 secondes, je faisais un group by sur 100 milliards de lignes. Voilà. Donc BigQuery permet de faire ça. Et on se dit, mais c'est complètement fou. Et donc, ce que je vous aurais montré aussi, c'est combien de machines ont été sollicitées. C'est à peu près 1000 machines pour faire ce group by. Et puis, qu'est-ce que vous allez payer? Vous allez payer, je vais caricaturer, c'est pas tout à fait ça, mais vous allez payer 1000 machines pendant 30 secondes, en fait, le temps d'utilisation. Après, elles sont relâchées et vous ne payez plus, en fait.
Donc c'est ça l'intérêt, vous allez pouvoir avoir de très grosses bases et vous allez payer uniquement, les machines, vous allez payer uniquement où vous lancez vos requêtes. Quand vous ne lancez pas de requêtes, vous ne payez rien en fait. C'est des systèmes, c'est impossible d'imaginer monter ça chez soi en fait. Le machine learning. Donc le machine learning est en train d'arriver. Donc Google a annoncé un produit qui s'appelle TensorFlow. C'est aussi une tendance de fond. Donc il n'y a pour l'instant pas de produit chez Google de type cloud, mais on peut imaginer qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui arrive. En tout cas, c'est pareil. Le machine learning, les très gros acteurs, que ce soit Amazon, Microsoft, enfin, c'est les principaux, ils proposent maintenant des solutions sur lesquelles on va pouvoir exécuter ces modèles en mode hébergé, en fait. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas chez Google. Je n'ai pas de scoop, hein. Je vous dis simplement en termes d'analyse, je me dis ça a beaucoup de sens que Google, à un moment, nous propose une solution sur laquelle ils vont permettre d'avoir du TensorFlow hébergé. Ça a tellement de sens pour moi que ça devrait arriver. J'ai pas de scoop, mais j'aime bien ton raisonnement. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est que vous avez monté, c'est pareil, quand vous devez entraîner vos modèles, vous avez besoin d'énormément de puissance de calcul. Ça ne sert à rien d'avoir chez vous des machines pour faire ça. Au moment où vous en avez besoin, vous provisionnez vos machines, vous entraînez vos modèles et vous récupérez le modèle. C'est-à-dire qu'il y a toujours, vous avez besoin d'énormément de puissance pour entraîner votre modèle et très peu pour l'exécuter. Donc l'exécution, vous pouvez la faire chez vous et l'entraînement, vous le faites à l'extérieur. Il y a une présentation tout à l'heure de TensorFlow. Je vous invite, j'ai vu la répète de cette présentation, si vous avez 20 minutes, allez-y. Présenter TensorFlow en 20 minutes, c'est pas facile. J'ai trouvé que le résultat était probant. Et on parle d'un projet open source, hein, c'est pas tout à fait un produit. C'est un produit open source, hein, vous pouvez y aller, télécharger, installer, il n'y a pas de souci. La Cloud Vision API, donc TensorFlow, c'est vraiment un produit où vous allez définir vos modèles. Mais tous ces gros acteurs ont déjà travaillé sur des modèles qui permettent de faire de l'analyse. Donc Google a publié récemment une API qui est accessible pour l'instant en Trusted, je pense, c'est ça, tout le monde y est. Enfin, en gros, il faut faire la demande pour pouvoir y accès pour l'instant. Vous allez pouvoir commencer à bénéficier du savoir-faire de Google. Donc là, l'idée, c'est vous prenez une image, vous l'envoyez à Google et il va vous l'analyser. Je vous ai préparé une petite démo là-dessus. Donc cette petite démo, j'ai pris 2 images. Première image, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un groupe de personnes. Donc je vais envoyer cette photo à la Cloud Vision API et il va me détecter où est-ce qu'il y a les visages sur la photo et puis il va me dire où sont les yeux, le visage, les oreilles, le nez, est-ce que la personne sourit ou pas. Donc je vais récupérer des métadonnées sur les visages que j'ai envoyés. Alors là, comment je sors de ce truc-là? Hop, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est tout simple. J'ai un petit programme qui fait, je le déclenche. Donc là, j'ai envoyé l'image sur le cloud de Google. Il m'a répondu. Il m'a localisé 5 visages. Et puis, voilà, on va aller les voir. Alors, c'est Alt-Tab. Clac, c'est pas celui-là. Ça va être chiant. Je pense que c'est ça. Clac. Clac. Si je vais là-dedans, donc la réponse c'était ici. Donc là, il m'a localisé les visages, on les voit, et puis je me suis amusé à récupérer les différentes... Je ne sais pas si on voit bien, si on voit un petit peu. Donc il m'a localisé les visages, et puis moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est à redessiner le visage par rapport aux différents points qu'il m'avait amené. Autre exemple, ouais, on ne voit pas bien, mais bon. Autre exemple, tout à l'heure, j'ai pris une photo de salle. Quand la salle était vide, j'ai pris la photo. Donc on peut dire à Google, bah, tiens, est-ce que tu es capable de m'analyser cette photo et de me renvoyer de la métadonnée sur cette photo? Qu'est-ce qu'il y a dessus en fait? Donc nous là, on a tout de suite compris ce qu'il y avait dessus. Si je vais dans mon petit programme, donc c'est là, ici, donc là j'ai fait un petit programme qui fait getLabel. Hein. Je donc déclenche mon traitement sur cette photo. Ce qu'il fait, c'est qu'il upload la photo sur le service de Google et il me renvoie l'information. Donc voilà ce qu'il me dit. Il va me donner à la fois une métadonnée. Et sur cette métadonnée, il va me donner un degré de confiance. Donc il me dit, c'est peut-être un espace où on joue de la musique, une salle de conférence académique, c'est-à-dire un espace, un amphithéâtre. Et il me donne à chaque fois le taux de pertinence qu'on peut associer à cette information. Convention, conference hall, restaurant, ballroom. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont en train d'arriver. Vous pouvez faire maintenant de la reconnaissance de caractères. Vous envoyez une photo. Il y a des caractères dessus, vous lui dites analyser, et derrière, il vous fait une analyse de la photo. On peut faire aussi une reconnaissance de lieu, enfin, on peut faire plein de choses différentes. On peut faire du safe search, on peut savoir... Voilà, si par exemple, vous avez un service dans lequel on peut uploader de la photo et vous voulez vérifier qu'il n'y a pas de contenu adulte dedans, il vous propose ça tout simplement, en fait.
À quelle heure on doit finir? À quelle heure commence la session suivante? Fini à 20? Bon, ok. À 3 minutes. Allez, c'est bon, on va y arriver. Alors, je vais tout de suite passer dans une démo, ça va être plus simple. On va continuer sur cet aspect. Alors, Alt Tab. Tu peux me ressortir l'autre, là, l'incognito, là? Ouais. Je dois pouvoir faire ça, ça. Il s'appelle comment? Alexis. Voilà, ça y ressemble. Super. Donc j'ai fait un petit peu la même chose. J'ai passé des vacances à l'étranger l'été dernier et j'ai uploadé dans un bucket. Ici, je crois que j'ai 90 photos. Et puis ce que je vais faire ici, eh bien, c'est démarrer un environnement. Alors on va essayer de faire un truc un peu plus grand. Montrer un petit peu ce qu'est l'expérience du développeur au sens large, où les rôles sont un peu plus larges. J'ai un shell ici. Et ce shell, en fait, c'est quelque chose qu'on appelle Cloud Shell. Vous êtes dans l'environnement de développement et à un moment donné, vous cliquez sur un onglet qui vous démarre un environnement où tous les outils sont à jour, tous les Git, tous les compilos, tout ce que vous pouvez utiliser. Et vous avez un espace, une home persistante. Donc vous pouvez tous vos points, tous fichiers de config, toutes ces choses-là. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai simplement fait les choses similaires à ce qu'a fait Didier. Et en l'occurrence, j'envoie une requête qui dit fais-moi une analyse de label. Donc qu'est-ce que tu vois sur cette photo? Et de landmark. Est-ce que tu vois des choses que tu reconnais, du genre la tour Eiffel? Et puis sur quoi est-ce que tu vas travailler? La source, ce sera quelque chose qui est voilà, ce fichier qui est stocké dans un bucket. Maintenant, je vais faire ça sur quelque chose d'un petit peu plus gros. Et quand on est ici dans le cloud, dans ce shell, on a accès aux bandes passantes. Tu tiens le micro ou pas? Non, ça va aller. On a accès à la bande passante du cloud. On n'est pas en train d'échanger les trucs entre son laptop, le Wi-Fi et autre chose. On est déjà dans le cloud Google. Donc on peut faire quelque chose comme... Ah oui, attends. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux que je tape? / photos. Merci. Photo, Comment? PH. Voilà. Vas-y, lance-le. Donc je vais analyser une première photo. Dans ce badge de 80, il va me renvoyer des choses. En l'occurrence, ça c'est une autre photo prise dehors. 1000 brunch, buffet, dish, mais a priori il n'a pas reconnu un objet reconnaissable, enfin un lieu reconnaissable plutôt. Donc on va lancer cette fois-ci le travail sur les 80 autres. Il y a quelques petites erreurs, mais avec un peu de chance, on va trouver d'autres choses. Je suis en train de stocker tous les landmarks d'un côté et les labels de l'autre. Ça va me créer un fichier avec tous les labels, un autre avec tous les landmarks. Et en fait, pendant que ça tourne, je vais vous montrer le résultat. Donc ça, c'est tous les labels. Est-ce qu'en regardant ces labels, vous avez une petite idée d'où j'étais l'été dernier? Donc là, on est sur les labels. On n'a pas cherché à déterminer le nom des places, mais le nom, la famille d'objets. Analyse brute force sur des photos. Non, ok. Alors après, du coup, je suis passé sur des landmarks, des lieux reconnaissables. J'étais j'étais pas au fin fond de la jungle, donc il y avait des lieux reconnaissables. Bon, là, ça devient tout de suite clair, savoir où j'ai passé mon été. Et en fait, on peut, bien sûr, pour chacune des photos, trouver des labels, mais éventuellement être capable de reconnaître à Paris la tour Eiffel et beaucoup d'autres choses. Hein. Ce n'est pas quelque chose de simple. Si vous connaissez le Knowledge Graph, quand vous faites des recherches dans Google, c'est ce genre d'informations qui vous permettent d'avoir des annotations sur des objets et des choses reconnaissables. Et donc voilà où j'étais l'été dernier. Ça, typiquement, c'est ce à quoi nous donne Google, c'est ce qu'il y a derrière Google Photos, en fait. Vous posez des photos et puis après, derrière, vous pouvez dire, tiens, recherche-moi des photos, il y a de la neige. Ben là, vous pouvez développer votre propre service avec les outils de machine learning qui sont mis à disposition. Donc je vous ai montré un tout petit peu ce Cloud Shell. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites pour le développeur, pour que le développeur se sente véritablement dans un environnement où c'est flexible, où c'est puissant, on peut faire des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Ce qu'on fournit par exemple, c'est ce qu'on appelle un Cloud Debugger. Alors qui dit debugger dit breakpoint. En fait, ce n'est pas un breakpoint, c'est un endroit où on va faire un snapshot et on va être capable de voir les stacks à cet endroit-là, on va être capable de vraiment débugger, mais sans avoir fait un breakpoint, parce qu'on veut que l'appli continue à s'exécuter et puis que le service soit toujours rendu. Et qu'on fait du debug en prod, ce qui est plutôt intéressant. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a beaucoup d'autres choses qui sont faites pour synchroniser un repo local, pour avoir des modifs, save, reload et être capable de déployer rapidement.
Donc voilà, je crois qu'on en est arrivé véritablement à la fin. Le Graal, ce serait d'avoir tout son environnement dans le cloud. Il y a des gens qui y croient très fort, depuis quelques années même, hein, si vous connaissez Codenvi ou même Cloud9, c'est les environnements dans un browser où on développe, on a du refactoring, on a vraiment tout ce qu'on peut attendre d'un outil de développement et du déploiement dans un service cloud de type App Engine par exemple. Et Eclipse, lui aussi, se lance, et c'est Codenvi entre autres qui est derrière tout ça, dans quelque chose qui s'appelle Eclipse Che. Et on est véritablement dans cet environnement où la promesse du cloud, c'est pas le prix, c'est pas mettre à la porte tous nos admins, c'est véritablement avoir de la flexibilité en mobilisant les ressources. Et là, je suis sur le laptop de Didier. Je me suis logué, c'est à peu près tout ce que j'ai fait pour vous faire une démo qui part du principe que c'est une API qui est protégée, où il faut être waitlisté, et j'ai tout mon environnement simplement parce que je me suis logué, je suis dans le cloud. Donc c'est véritablement cette promesse de flexibilité qu'on voudrait remplir dans le futur. Voilà. Donc le cloud est là, à vous de jouer. Il y a vraiment des opportunités à saisir, je pense, que ce soit dans le big data, et là, il n'y a pas trop le choix. J'allais dire, c'est le cloud, la solution, que ce soit dans les startups, et puis pour des workloads plus traditionnels, des architectures plus traditionnelles, des modèles plus traditionnels, il faut gérer le risque de l'évolution. Et là, je pense qu'on a fait beaucoup de progrès, mais c'est des tendances qu'il va falloir suivre. Et cette année, 2016, et les prochaines, à mon avis, seront très intéressantes. Merci.